Bonsoir. Nous continuer nos séries l'auban thématiques liées à la présentation du budget 2026-2027. Ce soir, le focus pour la croissance économique. Maintenant, le plaisir d'accueillir sur ce plateau Eric Ning, économiste et senior advisor au ministère des Finances. Merci vous acceptez nous l'invitation. Bonsoir. Bonsoir, Kavi. Alors, l'annonce il fait hier dans le Parlement le discours budgétaire pour vous présenter par le Premier ministre et ministre des Finances le vendredi 19 juin prochain. Et vous imaginez qu'au ministère des Finances, c'est la dernière ligne droite finale. Comment ça peut passer, hein? Mais nous toujours une consultation et il commençait il y a 5 semaines. D'abord, nous prenons tout une proposition du grand public, de la population générale. Après, tout une mémoire budgétaire du secteur privé, des ONG, de la société civile et des syndicats, n'est-ce pas? Nous avons une consultation budgétaire. Et maintenant, nous pouvons faire un policy dialogue entre les ministères, des différents ministères et le ministère des Finances. C'est-à-dire le ministre de tutelle des différents ministères, avec le PS, avec ce officier qui vient avec une proposition, discuter avec le ministère des Finances, dirigé par le ministre délégué aux Finances, M. Damry. D'accord. Donc, nous pouvons analyser tout ça. Évidemment, dans tout cela, nous devons essayer de balancer un petit peu en ce qui est prioritaire et ce qui est affordable. Et ensuite, évidemment, le Premier ministre et le ministre des Finances pour faire l'arbitrage et pour consulter ce ban ministre. D'accord. En tout cas, il y a plusieurs thèmes. Nous pouvons faire une série donc, de grands titres sur le budget. Nous chicots sur la dette publique, sur la facture de l'importation. Aujourd'hui, nous décidons pour focus sur la croissance économique. Eric Ning, c'est quoi la croissance économique? Bon, la croissance économique il concerne la production de l'économie. Vous voyez, l'économie, c'est la production. Tout part de la production. Alors, quand on parle de croissance économique, nous parlons de la croissance de la production nationale, ce qu'on appelle le PIB, produit intérieur brut. Nécessairement, nous visons la croissance en termes de volume, c'est-à-dire nous visons à déduire l'effet prix. Il ne faut pas nous considérer l'effet prix, c'est pourquoi on appelle ça une croissance réelle. Donc, la croissance économique, c'est la croissance réelle de la production nationale. D'accord. Et quel est le facteur qui influence la croissance économique? Ben, vous connaissez, nous avons 4 moteurs de croissance. L'investissement privé, la consommation privée, l'exportation et les dépenses publiques. Alors, vous connaissez comment stimuler quelque peu ces 4 moteurs de croissance, surtout l'investissement privé. Alors, pour qu'il y ait l'investissement privé, vous devez créer un environnement qui est favorable à l'investissement privé. Et surtout, vous devez créer la confiance dans l'économie, dans nos institutions. Et nous visons quand même un secteur public qui est facilitateur, qui facilite les choses au niveau des permis. Et ça, il commence du plus bas de l'administration régionale au plus haut du ministère. Donc, vous visez ce facteur-là. Et surtout, moi, je pense que le contexte aussi est important. Et vous préférez dans un contexte difficile, parce que, comme on connaît, il y a la guerre en Iran, le prix du pétrole a augmenté, et après, nous avons une contrainte budgétaire. D'accord. Et il y a différents rapports, l'état de l'économie de Maurice. Il y a un rapport Statistics Mauritius, Fonds monétaire international, la Banque de Maurice. Il y a aussi Care Edge Ratings Africa qui a publié un rapport le 25 mai dernier. Moi, basement essentiellement ce rapport-là. En 2024, la croissance économique de Maurice tient 4,7%. Il passe à 3,2% en 2025. Ce rapport-là aussi cite une prévision de la Banque mondiale pour la croissance pour 2026 et 2027. Bon, IMF peut dire 2,5 à 3%. Et il y a aussi la Banque mondiale qui peut dire 2,8 à 3%, qui explique le taux qu'ils ont prévoir, aux alentours de 3%. Oui, parce que la hausse du prix du pétrole et la guerre en Iran, il a un impact important. Parce qu'il n'y a pas seulement un impact au niveau de l'inflation mondiale et qui répercute à Maurice, mais aussi parce qu'il crée de l'incertitude. Et quand il y a l'incertitude, les investisseurs étrangers ils un peu hésités pour venir investir. En même temps, il y a beaucoup de disruptions au niveau de l'approvisionnement, mais aussi des arrivées touristiques. Par exemple, il y a des gens qui voient beaucoup de passeports Dubaï pour venir. Donc, c'est vrai qu'il peut prendre un moment, Emirates, s'arrête ce vol. Exactement. Donc, au Capa, il y a les risques, je dirais bien, les risques de tassement des arrivées touristiques. Donc, ça, la guerre-là, est vraiment un grand impact. Évidemment, nous, à Maurice, nous visons connaître, nous, comment faire face
à cet impact-là. Mais récemment, quand même, le prix de un produit pétrolier est stabilisé à environ $90 le baril. Vous pensez, dit, quelque part, c'est positif, n'est-ce pas? Oui, il est positif, mais la situation pas pour revenir à Toujours l'Orma volatile. tout de suite. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de bateaux quand vous passez par le détroit d'Ormuz, ils peuvent hésiter, ou bien ils peuvent payer une prime d'assurance beaucoup plus élevée. Donc, il peut prendre quand même quelques années avant qu'ils reviennent à la normale. Hein? Et voilà. Et nous, à notre niveau, moi, je pense comment nous sommes capables d'adapter à ça. Et c'est tout, je pense, nous devons connaître comment être disciplinés dans nos consommations. Consommer en termes de carburant. Comment vraiment, quand nous sommes venus l'automne, nous devons essayer une avec beaucoup de modération, ça c'est un. Et deuxièmement, consommation au niveau des produits importés. Hein? Comment nous sommes capables de favoriser plutôt les produits locaux. Donc, essayer de consommer moins, de freiner notre consommation et surtout les produits venant de l'extérieur. Et au Parlement récemment, le Premier ministre donne une réponse. Il dit que l'inflation pour le mois de mars, il arrive à 6%. Comment faire pour essayer de contrôler l'inflation d'un exercice budgétaire? Ah oui, l'inflation, essentiellement, c'est surtout la politique monétaire qui là qui combattre l'inflation. Et l'inflation, c'est sûr qu'il discrète un peu le marché, il désoriente un peu les investisseurs parce qu'il est difficile de faire un calcul économique précis quand il y a l'inflation. Hein, parce que quand pour investir, ou pour avoir une rentabilité qui est supérieure au taux d'inflation, n'est-ce pas? Et aussi, l'inflation, il pousse à la hausse le taux d'intérêt. On trouvait la Banque de Maurice une misère au moins de taux d'intérêt. Et ça, évidemment, il décourage l'investissement, il augmente le coût de la dette. Donc, il y a un prix à payer pour l'inflation. Hein? Et comme on dit, pour moi, ce qu'il nous capable de faire au niveau de l'inflation, la population lui-même, c'est qu'il nous visait quand même atténuer la demande. Hein? Et atténuer la demande, ça veut dire consommer moins. On concerne l'essentiel et pas faire des dépenses superflues. Tu peux faire des dépenses superflues et consomme local. D'accord. Et donc l'inflation, il affecte aussi la croissance économique. Alors. Oui, c'est comment bien expliqué. Il a affecté l'investissement, mais aussi en termes d'arrivée touristique, en termes d'investissement étranger et en termes aussi de consommation. Parce qu'on a l'inflation, diminuer a tendance à consommer moins en termes de volume. D'accord. En tout cas, Eric Ning, nous trouvait que Maurice est très affecté par ce qui peut passer au niveau de la guerre au Moyen-Orient, on dit ou même les produits pétroliers. Le prix du baril est monté automatiquement, le prix de l'essence est monté à Maurice diesel, gaz ménager aussi est monté. Comment est-ce qu'il nous capable de faire, quel système nous capable de faire de nous l'économie pour qu'il nous moins dépendants de choc extérieur comme ça? Alors, vous savez, les chocs extérieurs, nous ne pouvons pas faire rien. Mais nous, à notre niveau, nous devons connaître comment adapter, nous devons connaître comment mettre un peu de discipline nous-mêmes, et nous devons connaître comment être innovants. Et le secteur privé, il devait quand même regagner le goût du risque. Le goût du risque pour investir dans un nouveau secteur. Et les nouveaux secteurs peuvent émerger dans l'énergie renouvelable. Il y a plusieurs milliards d'euros d'investissement qui peuvent attendre. Et puis attendre pour se concrétiser. Hein. Nous bien dans de nouveaux secteurs comme les technologies financières, comme l'IA, l'intelligence artificielle, les biotechnologies, les biomédicales, c'est-à-dire la recherche scientifique, la recherche médicale en Maurice, et l'économie bleue, évidemment. Évidemment, ces secteurs-là, je peux appeler les temps, hein, c'est un peu sur le moyen terme, hein, mais nous devons commencer quelque part. Et entre-temps, évidemment, dans le secteur traditionnel, la manufacture, l'exportation, le tourisme, les services financiers, nous disons comment bien gérer ce secteur-là. D'accord. Et donc, le PIB que moi, je peux dire là, c'est ce que le pays produit moi, au fin en termes de produits et services. Et ce qui nous comprend bien, la croissance, c'est nous prend GDP de l'année dernière, nous guetter combien il a augmenté, ça représente la croissance. Mais comment est-ce qu'il Maurice capable de faire pour lui booster tout ce qui est lié en termes de produits et services? Pour booster la production locale, pour inciter les entrepreneurs, nous avons vraiment deux facteurs. Hein. Nous avons un problème de main-d'œuvre aiguë. Il est difficile de trouver la main-d'œuvre locale. Alors, nous devons résoudre ça. Et le gouvernement est venu avec une mesure
pour faciliter un peu plus le recrutement des travailleurs étrangers. Et n'est plus à côté depuis quelque temps, ce travail étranger, parce que nous acceptons que les travailleurs étrangers ils font toute l'économie mauricienne. Et dans certains secteurs précis, il y a toujours des étrangers qui travaillent. Okay? Donc, nous devons faciliter le recrutement des travailleurs étrangers sans évidemment négliger les Mauriciens. Les Mauriciens qui ont envie de travailler, ils travaillent. Ça, c'est un. Et deuxième, au niveau des permis. L'octroi des permis à tous les niveaux, quel que soit le permis en termes de bâtiment, environnement, tout ce de permis qui coûte, nous besoin d'une sorte de fast track et que un projet d'investissement capable de démarrer le plus tôt possible. Et ça, nous besoin vraiment une synergie, je dis bien une synergie, une coordination entre toutes les agences publiques, les administrations régionales et les ministères. Et donc, pour l'économie mauricienne, continue grandit. Vous pensez qu'il est évident de ne pas capable de faire sans les travailleurs étrangers, mais il y a aussi l'aspect de brain drain, que la fuite des cerveaux, que beaucoup de Mauriciens peuvent choisir pour faire une carrière professionnelle, des hauts. Comment est-ce qu'il est capable d'adresser ce problème-là, Éric Ning? Alors, la question de fuite des cerveaux, pour moi, c'est une question de perspective. Perspective d'emploi, perspective de promotion et perspective de carrière, tout ça. Et perspective de pouvoir entreprendre. Alors pour ça, nous disons quand même qu'il y a de la méritocratie dans le secteur public comme dans le secteur privé, et que le secteur privé, lui aussi, il encourage les jeunes à entreprendre, et à faire de nouveaux métiers. Et il fallait que les jeunes ils trouvaient qu'il y a un scope à Maurice et qu'il y a la même perspective. Et ça, c'était un écosystème qui nous a créé pour qu'il encourage les jeunes à Maurice. D'accord. Et il y a beaucoup de débats, loin éventuel ciblage en termes de taxation de bonnes entreprises. Nous trouvons que dans le budget dernier, c'est dans le Fair Share Contribution. Oui. Et taxer une entreprise qui fait un chiffre énorme, plus qu'une entreprise qui fait un chiffre d'affaires moins important. Qui est l'opinion là? Mais on vient dire, parce que quand on écoute certains gens causer, c'est comme si nous ne pas taxer une société qui fait un gros chiffre d'affaires. Au contraire, nous déjà dans le ciblage. On dit, nous mettons une fair share contribution de 5% sur le corporate income pour une société qui a un chiffre d'affaires de plus de 24 millions de roupies. Sur les banques aussi, il y a le fair share contribution. Et laisse-moi dire que le normal rate, le taux normal sur l'imposition sur les sociétés, c'est 15%, mais le taux effectif, certainement, pèse jusqu'à 28%. Qui est beaucoup plus que, par exemple, Dubaï. Qui est beaucoup plus que Dubaï. Ouais. Qui est beaucoup plus de Dubaï. Et parce qu'il y a certaines taxes sur le chiffre d'affaires, pas sur le profit, sur le chiffre d'affaires des banques. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Ce n'est pas aussi qui nous vient trop lourd, une fiscalité trop lourde, qui nous effarouche la banque et qui nous effarouche les investisseurs étrangers et qui même les expatriés à Maurice qui travaillent parce qu'ils nous besoin de talent, de skills dans un secteur pointu qui utilisent comment quitter Maurice. D'accord. Et justement, donc, le secteur offshore, nous connaissons beaucoup de banques d'investissement qui viennent implanter Maurice et le MIFC aussi qui, pour encourager si comme si mettent trop beaucoup l'intérêt, c'est parfois attrayant le secteur, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'ils sont en concurrence avec d'autres juridictions, Singapour, Dubaï. Quoique Dubaï, un petit peu plus maintenant, il y a une certaine insécurité, mais nous essayons de profiter de ça. Mais pas seulement nous qui essayons de faire ça. Il y a beaucoup ceux qui quittent Dubaï, viennent en Suisse. Mais nous devons connaître comment créer l'écosystème nécessaire en termes de fiscalité, mais aussi en termes de la vie, la qualité de vie, la sécurité, tout ça, et pour qui nous attire expatrié, un professionnel étranger, un expert étranger qui est capable de diversifier notre économie, diversifier notre secteur. D'accord. Et l'opinion personnelle sur la question, bien sûr, ne pas engager le gouvernement, qui vous pensez de la taxation d'un salaire mensuel qui est très haut de individuel? On connaît qu'avec le Fair Share Contribution, et qui gagne plusieurs millions de roupies, je paie 20%. Vous commencez d'abord à dire que les 500 000 roupies, les premières 500 000 roupies,
Il n'est pas imposable, les 0%. Après, on a entre 500 000 et 1 million, côté 10%. Là, au million, 20%. OK? Donc, oui, ça a besoin d'amener une certaine solidarité, une fair share contribution, comme nous dit. OK? Mais là aussi, il ne faut pas qu'il nous en donne l'extrême. Hein, et nous dit que il positionne pour 3 ans. Hein, nous demandons un effort de la part des hauts revenus pour 3 ans, et nous visons quand même une certaine, comme nous dit, fiscal certainty. Hein, il ne faut pas qu'on va dire tous les ans nous changeons de taxation. Okay? Et après, là, quand nous réussissons quand même les choses améliorées au niveau des finances publiques, parce que qui nous peut faire là? Nous pouvons faire ce qu'on appelle la consolidation fiscale. C'est-à-dire, nous pouvons réduire le déficit budgétaire, nous pouvons réduire la dette publique pour qu'ils nous disent, qu'ils nous parlent, pas downgrade nous. Parce que si demain, Moody's downgrade nous et qu'ils nous viennent d'un junk status, nous sommes capables d'avoir une fuite de capitaux, et comme un capitaux quitte Maurice, nous roupons pour encore déprécier, nous avons un produit importé pour venir encore plus cher, et c'est la population qui peut souffrir. Ce n'est pas seulement un grand dimouna qui peut souffrir, c'est la population. Nous ne causons pas de grandes compagnies, nous ne causons pas de gens qui gagnent un gros salaire, nous causons maintenant la population, les téléspectateurs qui peuvent nous pour intéresser, connaître. Est-ce que vous pensez bien une forme de ciblage, les mesures sociales, par exemple? Moi, je pense oui. Et je suis content que ça vienne. Maintenant, il y a 20 ans, quand moi, je me propos le ciblage, c'était une révolte qui disait non, pas possible, ça, bizarre, base universelle. Mais aujourd'hui, nous trouvons que nous besoin de ciblage parce que bon, le ciblage, c'est une forme de solidarité nationale. C'est-à-dire, nous pouvons dire des gens qui n'ont pas besoin de social, des affaires sociales, subventions sociales, être solidaire envers les plus vulnérables. Comme ça, nous sommes capables de mieux protéger les vulnérables, nous sommes capables de mieux être les vulnérables. N'est-ce pas? Donc, et deuxièmement, si nous faisons nous faisons une base universelle, comme vous voyez l'exemple qui est du monde causé, c'est la pension. Le problème, il est insoutenable pour nos finances publiques. On connaît la pension, aujourd'hui, il représente 58, 60 milliards, okay? qui presque 8% de nos PIB, quand il tient seulement 2% du PIB il y a 20 ans. Donc, il devient insoutenable et c'est pourquoi la réforme est inévitable. D'accord. Ça aussi, c'est une mesure temporaire pour 3 ans Non, pour la pension. La pension, non, c'est pas inévitable. Non. Il y a une transition sur 5 ans qui se fait. Hein? D'accord. Et peut-être une dernière question sur le budget. Qui va nous attendre du budget vers la fin de l'émission? Bon, je pense que ce sera toujours un budget qui accède aux 3 affaires. Comme tout le monde expliqué, la consolidation fiscale, continuer à baisser nos déficits budgétaires et nos dettes publiques pour qu'ils ne pas retrouver downgraded par Moody's. Mais deuxième, en même temps, il ne faut pas nous sacrifier la croissance économique. Nous devons essayer de relancer la croissance économique et surtout de nouveaux secteurs qui peuvent émerger. Nous nous avons fini annoncé l'année dernière, mais nous devons continuer dans cette direction-là. Et troisième, tout ça là, évidemment, la protection sociale, c'est-à-dire, mais avec plus de ciblage, une protection sociale, parce qu'effectivement, nous devons protéger les plus vulnérables, parce que nous connaissons que la politique fiscale n'est pas facile, hein, il y a certaines dépenses qui nous devons réduire, mais seulement nous devons protéger les plus vulnérables. D'accord. En tout cas, merci à vous, Eric Ning, d'avoir accepté de participer dans l'émission. Ce soir, je me rappelle qu'il est économiste et senior advisor au ministère des Finances. Bon courage pour la suite de la préparation du budget. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes. À très bientôt.